bonjour à tous. On se retrouve pour le CQFR du samedi, peut-être celui que vous attendiez le plus, celui où on répond à toutes vos questions. Et justement, il y avait tellement de questions que comme la dernière fois, on va faire deux sessions. Cette fois-ci, je vous préviens d'emblée. Donc aujourd'hui, vous retrouverez la première partie où on répond aux questions avec Théo. La suite sera postée lundi normalement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, lundi, vous aurez cette deuxième session, cette deuxième salve de questions. Théo, c'est toi qui les as sélectionnées. Je te laisse la parole. Ouais, bah écoute, je te propose de commencer par une question qui nous a été envoyée par Frédéric Gonella, à qui je passe un grand bonjour. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, il a écrit, et c'est un ancien journaliste qui a écrit très longtemps pour Basket News, qu'on a eu la chance de pouvoir trouver dans les colonnes de Rivers aussi, de ci, de là, qui a vécu plein de trucs et maintenant qui a ouvert une librairie, donc j'en profite. Si vous habitez dans le sud-ouest et dans les Landes, et que vous êtes du côté de Souston et que vous cherchez une librairie, je vous encourage chaleureusement à aller à la librairie L'Esperluette et à saluer le propriétaire Frédéric Gonella, à lui acheter un livre et lui parler un petit peu basket parce qu'il a des tonnes de choses à raconter. Et donc, c'est avec sa question que je te propose de commencer. Antoine, Fred nous dit « Ce sont les deux derniers numéro 1 de la draft. Le premier a fait son entrée en NBA de façon plutôt discrète. Sa saison rookie a attiré peu d'attention alors que le second est entouré d'une hype immense, attendu comme le sauveur d'une franchise. On parle de Zachary Rizaché et de Cooper Flagg. On parle de talent générationnel pour Cooper Flagg. Je trouve ça un peu injuste pour Zach et un peu prématuré pour Cooper Flagg. Rizaché sort d'une saison rookie solide et sa marge de progression me semble encore très importante. Flagg est NBA ready, du coup sa marge me paraît moins évidente. J'ai du mal à l'imaginer atteindre le niveau et le statut de joueurs comme LeBron, Steph, KD, Jokic ou encore Wemby. D'où mes deux questions. 1. En fait-on trop sur Flagg et pas assez sur Rizaché? Et 2. Où voyez-vous ces deux joueurs dans 5 ans? All-Star, flop, solide joueur. Et pour finir, un grand merci pour vos réponses toujours éclairées et éclairantes. Force à vous depuis les Landes. Big up Fred. C'est intéressant comme question, notamment moi, je sais pas si tu te souviens, Théo, j'étais celui qui a été un peu euh, qui voulait vite mettre de la nuance sur Cooper Flagg, notamment vis-à-vis de Shai. Je trouve que Cooper Flagg a une étiquette qui va peut-être un peu au-delà de ce qu'il a montré pour l'instant comme capacité, sachant qu'encore une fois, il a montré des choses très intéressantes. Mais quand on pense superstar, quand on pense LeBron, quand on pense Stephen Curry, quand on pense superstar qui va vraiment toujours mener, tu vois, LeBron, toute sa carrière, il a été le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre, grosso modo. Stephen Curry, peut-être pas toute sa carrière, mais une grande partie de sa carrière. Cooper Flagg, si tu regardes ses qualités, notamment c'était là où moi je mettais une petite nuance, c'est que c'est pas le meilleur shooter. D'ailleurs, c'est marrant, il y a eu un peu le cliché du joueur blanc à un moment, ah bah il shoot bien. Non, non, Cooper Flagg, c'est pas le meilleur shooter. Il le deviendra peut-être, il est très jeune. Faut mettre déjà tout de suite une barrière à tout ce que je vais dire, c'est que Cooper Flagg, il a que 18 ans. Donc il a évidemment de la progression. C'est pas le meilleur shooter, c'est pas le joueur le plus véloce. Alors, on a vu que de toute façon, les joueurs intelligents trouvent d'autres façons, mais voilà, il est athlétique sans être ultra athlétique. C'est pas Anthony Edwards, donc il va pas complètement battre ses mecs sur la qualité athlétique. Il va pas complètement dominer sur son shoot. C'est pas le meilleur ballon en main au niveau de l'aisance en dribble. C'est pas le meilleur handle. Par contre, il sait faire un peu tout. Il sait faire tout, un peu tout. Il fait tout plutôt bien. Et je pense que ça sera un très fort joueur, ça sera une star, ça sera une superstar sur l'aspect marketing du terme. Mais moi, de la même manière, j'avais dit, je ne suis pas sûr que ce soit un multiple MVP. Je sais très bien ce que tu vas me répondre, Théo. Tu vas me dire, bah oui, il n'y en a que 3. Et c'est vrai, il y en a peu des mecs comme ça. Mais Cooper Flagg, il arrive avec 7 étiquettes. Injuste, mais c'est quand même l'étiquette qu'on lui colle. C'est quand même l'étiquette qui lui est collée. Et je pense que ça, c'est trop haut. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un peu trop de hype à ce niveau-là. Si on a des attentes trop élevées, par contre, je lui vois quand même une vraie marge de progression à Cooper Flagg. Il est jeune, il est grand, il a déjà la bonne mentalité, il a le niveau d'effort. Comme j'ai dit, il sait un peu tout bien faire. C'est un mec qui, je pense, va être très fort, tu vois. Je pense que c'est un mec, ça peut être la meilleure version de ce qu'aurait pu être Anthony Davis, pas forcément dans le style de jeu, tu vois, mais dans ce gars très complet et Anthony Davis a pris un titre en étant pas loin d'être le meilleur joueur de son équipe. Peut-être que Cooper Flagg en prendra 2, tu vois, on sait pas après la suite de sa carrière exactement, mais je pense qu'individuellement, il y a quand même une vraie belle marge de progression encore. Pardon, j'ai fait long Théo, juste sur Zachary Rizaché, bah oui, c'est l'autre spectre, mais il y a tellement de choses à discuter. Tu as Cooper Flagg, c'est un Américain blanc qui arrive à une époque où les superstars américaines, il y en a. Tu sens que c'est un peu le déclin. Tous les derniers MVP viennent d'ailleurs.
les 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde, c'est pas des Américains, c'est pas des joueurs des États-Unis en tout cas. Les 4 premiers, c'est sûr. Pour moi, Yanis, Jokic, Shea et Luka, c'est le top 4 de la ligue et il n'y en a aucun qui est américain. Donc il y a tout ce truc où on veut lui donner une attente. Risa Shea, c'est un joueur français. On n'est pas du tout sur les mêmes, on n'est pas du tout sur le même présentation de produit en fait. Et du coup, il en devient un peu sous-coté. Moi aussi, je pense que Rizaché a. J'ai fait tellement long, je vais te laisser répondre avant de dire où je les vois dans 5 ans. Je suis désolé. Je pense que Rizaché, il est sous-coté de par le traitement médiatique qu'on lui accorde. Mais il a effectivement le potentiel lui aussi pour être un vrai bon joueur NBA. Je le mets pas. Par contre, je le mets. Je comprends pourquoi il n'est pas traité de la même manière que Flag. Ouais, je comprends aussi. Je vais commencer sur Flag. En fait, je voudrais commencer par les termes. Parce que c'est vrai qu'on a entendu ce mot, tu vois, talent générationnel, qui est un terme relativement récent dans le vocabulaire basket. Et je pense qu'il est largement trop utilisé, en fait. Ouais. C'est même injuste pour les joueurs d'utiliser ce terme-là. Tu vois, dans les exemples qui sont donnés de joueurs générationnels, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, même, tu vois, j'hésite un petit peu. Nikola Jokic, oui, c'est des talents qui ont été tellement forts qu'ils ont défini et impacté toute une génération de joueurs. Non seulement ça a été les meilleurs joueurs de leur génération, ou ils ont été parmi les meilleurs joueurs de leur génération, mais en plus, ils ont impacté des générations entières de joueurs qui sont venus derrière eux. Et cette étiquette-là, j'ai même envie de dire que tu peux pas vraiment la donner en potentiel, en fait. C'est soit t'en as été un, soit t'en as pas été un. Mais tu vois, dire qu'un jeune joueur va être un joueur générationnel, je trouve ça absurde parce que c'est quelque chose qui se détermine une fois que c'est fait, j'ai envie de dire. Et c'est comme le terme superstar, on en parle souvent, Antoine, qui est trop utilisé en fait. Quelqu'un me posait la question dans les commentaires. Je pense que ce terme de superstar, il correspond aux 4, 5, 6 peut-être meilleurs joueurs de la ligue et c'est tout en fait. Derrière, tu as des stars qui vont, qui viennent d'une saison à l'autre, tu vas être dans le top 10 ou tu vas être 11e, tu vas être un joueur important de ton équipe, mais pour moi, tu corresponds pas à l'étiquette de superstar. Pour ce qui est de... Je vais commencer par Cooper Flag. Le talent est quand même impressionnant. Tu as raison de dire qu'il a 18 ans, c'est très important parce qu'effectivement, contrairement à des joueurs qui arrivent avec un énorme point fort, lui, son point fort, c'est qu'il fait tout très bien, il le fait tout déjà à un très haut niveau. Donc je pense qu'il y a une vraie marge de progression là-dessus. Je vais pas faire, c'est pas pour comparer Cooper Flag à LeBron. LeBron n'était pas un bon shooter quand il est sorti du lycée. Il a mis du temps à le devenir. Dwayne Wade n'était pas un grand shooter quand il est sorti de Marquette. Donc pour moi, c'est pas un red flag en fait. C'est la polyvalence de son jeu et sa façon de pouvoir impacter, de ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, impacter le résultat de son équipe par sa polyvalence à son âge, avec ses qualités de taille, de vitesse, ses qualités athlétiques, avec aussi sa capacité visiblement à être très coachable. Tout ça, j'ai l'impression qu'il correspond plus à l'image, on utilise encore un terme anglophone, mais du full package en fait. Qu'est-ce que tu peux demander de plus en fait à un mec qui a 18 ans et qui sort de la fac? Je suis pas sûr que tu puisses demander beaucoup plus. Donc, il y a un côté où je pense que la hype est, méritée, mais il faut pas utiliser des termes comme talent générationnel. Si jamais Cooper Flag devait être MVP ou être dans la course pour le titre de MVP une fois dans sa carrière, ça serait déjà extraordinaire. Tu vois, tu peux pas. Moi, je pense pas qu'on puisse placer de telles attentes sur des joueurs aussi jeunes. On peut en reparler, Antoine, juste, je réponds très rapidement sur Zachary Rizaché, puis après on peut reparler des deux, mais on l'avait dit dès sa draft en fait. Bien sûr qu'il est sous-coté. Il est sous-coté et quelque part, encore une fois, le fait d'avoir été choisi numéro 1 biaise un peu la manière dont il est perçu. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel, qui a déjà montré plein de belles choses. Sa deuxième partie de saison rookie, elle est très intéressante. Finalement, il a répondu aux attentes. Il est pas rookie de l'année, mais il est finaliste. Hein. Je pense que c'est lui qui arrive deuxième dans les votes. Deuxième. Voilà. Donc, moi aussi, je pense qu'on n'a pas vu tout ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, j'aime ce qu'Atlanta a fait cet été. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses la suite va venir. Je pense qu'il est bien parti, en fait. Je vais m'arrêter là-dessus. Je pense qu'il est bien parti. Et au bout du compte, est-ce que c'est pas parfois mieux de pas avoir trop une pression de taré? Au bout du compte, c'est bien que finalement,
Enfin, comment dire, il y a ces attentes autour d'un numéro 1 draft, mais j'ai l'impression que très vite, il a été jugé sur ce qu'il pouvait apporter. On lui a pas mis la même pression qu'on avait pu mettre à d'autres premiers choix de draft, comme, je sais pas, des Greg Oden, bon, là, c'était problème des blessures, mais tu vois, des joueurs à qui on vraiment mettait une pression énorme. Là, je pense que quand même, les gens, dans leur globalité, ont compris que fallait pas t'attendre à ce que ce soit un LeBron James, un Zion dans sa saison rookie, ce genre de choses. Et je pense que l'avenir est devant lui. Je suis optimiste au sujet de Zachary Risacher. Pour moi, ils ont un point commun, les deux, c'est que tous les deux deviendront des winning players en fait en NBA. Des mecs qui ont un impact et qui te font gagner des matchs. Et peut-être que Cooper Flag, il sera une option 1, qui aura besoin d'un autre joueur très très fort autour de lui. Il y a des options 1, Jokic, euh, Shea, Luka. Tu sais que t'es pas obligé d'avoir un numéro 2 qui est extraordinairement fort, tu vois. Genre Jokic, il peut gagner un titre. Il a gagné un titre avec Jamal Murray. Je reste sur ses valeurs. Un, c'est dans l'espèce de hiérarchie absolument abstraite qui n'existe pas. Ou tiens, ton numéro 2, il a quel numéro? Peut-être Jamal Murray, il est. Jokic, c'est là, tu vois à quel point il est extraordinaire. C'est que son numéro 2, peut-être que au moment des playoffs, il remonte. Hein, il est peut-être 17 ou 16, tu vois, ou un truc comme ça. C'est peut-être le 16e meilleur joueur de la ligue, tu vois, à ce moment-là. Donc Jokic, il peut gagner avec le 16. Je pense que chez, tu vois, pareil, Jalen Williams, au final, Jalen Williams, il est entre 15 et 20. Shea est capable de gagner avec un mec comme ça. Je pense que Cooper Flag, si c'est ton 1, peut-être que ton 2, si Cooper Flag, il est 5 ou 6, il faut que ton 2, il soit 8 ou 9, tu vois. C'est peut-être comme ça que je vois Cooper Flag. Mais je pense quand même qu'on aura un joueur qui fait gagner son équipe, qui sera dans 5 ans, pour répondre à la question, très, très. Allez, je vais utiliser même très certainement All-Star. Je vais le tourner comme ça. Je pense vraiment qu'il sera All-Star, notamment aussi parce qu'il a été drafté par Dallas, une équipe qui a tendance à aller en playoff, qui est quand même une équipe de playoff et qui l'est déjà au début de sa carrière. Donc j'ai tendance à penser que Cooper Flag, il sera All-Star. Il aura plusieurs sélections All-Star dans sa carrière. Comme toi, moi, je trouve ça très difficile aujourd'hui de dire si un jour il aura un MVP. J'en suis pas convaincu. Il y a très peu de joueurs qui ont le MVP, en fait. Hein. Par génération, il y en a très peu, surtout que les joueurs les plus forts, maintenant, ils en prennent souvent 2-3. C'est les mêmes qui, sur 3, 4, 5 ans, tu as les mêmes gars qui reviennent constamment dans la course. Donc je ne sais pas si Cooper Flag aura nécessairement un MVP. Peut-être qu'il en aura un à voir. Je ne le vois pas. Voilà, je le vois pas comme ce 1 qui est comme Jokic ou quoi, qui est capable de gagner avec un numéro 2 au-delà de la 15e place, mais je pense qu'on aura un joueur fort. Et Rizaché, pour le coup, je le vois évidemment pas comme une première option, je le vois pas non plus comme une deuxième option NBA. Je suis même pas sûr que dans une équipe très très forte qui joue le titre, ça sera une troisième option. Je suis pas convaincu. Ou aussi où ça sera une troisième option si la quatrième option c'est un joueur comme lui en fait. Tu vois, mais je vois sur Rizaché les Michael Bridges, les Derrick White, les profils comme ça, où tu te dis, ouais, à un moment, on s'est demandé est-ce que ce gars-là serait une star, mais au final, on se rend compte que c'est encore mieux quand tu mets deux joueurs très très forts autour de lui, et lui, il va faire un peu de tout. Et c'est exactement ce que je vois pour Rizaché. Je pense parce que pareil, il fait plein de choses bien, en fait, Rizaché. Pour Isaché, si je peux me permettre, tu vois, je pense que c'est peut-être le terme d'option qui correspond pas. Je pense il peut être le troisième joueur le plus important, en fait. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, je pense. Comme Ouais, Derrick White à Boston, au final. exactement, je te rejoins complètement. Après, peut-être que son potentiel est plus haut que ça, mais ça, c'est un potentiel raisonnable, en fait, je trouve, sans vouloir faire du chauvinisme, sur ceux que je pense qui doit vraiment être dans les cartes pour Isaché. Ce qui est intéressant, tu sais, quand tu parlais des premières options, tu vois, t'as parlé de Luka, t'as parlé de Jokic, c'est que des mecs qui n'ont pas été draftés premiers. Hein. Je veux dire, Ouais. vous se rappelez quand même que c'est pas aussi simple que ça, la draft. Et j'ai beaucoup aimé ta comparaison avec Anthony Davis. Alors, c'est pas que c'est les mêmes joueurs, Cooper Flag et Anthony Davis, mais au bout du compte, si, tu vois, je suis d'accord dans le sens où je pense que c'est vraiment un joueur qui va impacter les victoires. C'est un joueur qui a un très haut potentiel, mais au bout du compte, si Cooper Flag est le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui gagne un titre, ça enlève rien à son statut, ni à son potentiel, ni à ce qu'on peut attendre de lui. Tu vois, tu Regarde disais. Pogazol. Ouais, voilà. Après Pau Gasol, c'est vrai que nous, on le voit avec nos yeux d'Européens. Tu vois, je pense que aux États-Unis, il y a toujours eu ça a toujours été biaisé le regard sur Pau Gasol du côté des Américains. Mais tu vois, pour Anthony Davis, au bout du compte, c'est vrai que tu dis en 2020, il gagne dans la bulle en étant le meilleur joueur, je pense, des Lakers, mais pas l'option numéro 1 au bout du compte.
Tu vois, Ouais, c'est et ça. ça, je pense que c'est plutôt ce type de potentiel que je serais prêt à prêter à Cooper Flag. Il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse pas devenir All-Star, ça par contre. Mais après, entre All-Star et MVP, je veux dire, la marche, elle est, ce que tu disais, il y en a tellement peu. Des champions, il y en a extrêmement peu. Des MVP, il y en a extrêmement peu. C'est, je sais, tous on a envie de se projeter, de rêver, d'être sur le potentiel. Ça fait souvent plus kiffer que le concret, mais c'est trop demandé en fait. C'est trop demandé à des joueurs et tu peux pas. C'est pas MVP ou bust en fait. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut évaluer les joueurs. Je te rejoins à 100%. Allez, une autre question. Alors, malheureusement, je sais pas qui a envoyé cette question, donc je m'en excuse. C'est une question au sujet du Orlando Magic. Voilà ce qu'on nous dit. En recrutant Bane et en prolongeant logiquement au max Banchero, Orlando affiche clairement des ambitions. Financièrement parlant, ils auront une équipe de candidats au titre à compter de la saison prochaine. Mais sur le papier, est-ce que ça joue réellement le titre? Je me demande si Suggs et Warner ne sont pas surpayés parce que vu les investissements faits, on est dans l'obligation d'attendre Orlando à minima en finale de conférence dans les 2 ans à venir. À l'instant T, perso, je les trouve nettement en retrait par rapport aux Cavs et aux Knicks. Je ne suis pas sûr que ce soit bien meilleur que Philly et les Bucks au complet, tout en sachant que l'épouvantail Boston reviendra la saison prochaine, sans parler des Hawks et des Pistons qui n'ont pas grand-chose à leur envier. Jamal Mosley va avoir une pression dingue sur les épaules, peut-être même démesurée. Si le début de saison est moyen, je ne serais pas étonné que ce soit l'un des premiers entraîneurs à sauter l'an prochain. Euh, je sais pas si vraiment si Orlando a besoin d'aller en finale de conférence pour. Je ne mettrai pas aussi haut les ambitions. Je pense quand même que la franchise veut accélérer, bien sûr. Elle veut accélérer, elle veut passer un cap et elle fait ce qu'il faut pour. Elle essaye de se montrer la plus compétitive possible et ça passe par des dollars, dépenser des dollars, c'est évident. Et oui, là, aujourd'hui, leur équipe, c'est leur équipe. Ah, il y aura des ajustements, tu peux toujours avoir des ajustements en cours de route, mais ça y est, il y a eu des dollars de dépensés et après, tu vis avec. Tu as fait tes choix. Les Pelicans, par exemple, une fois, ils ont tenté avec Anthony Davis, tu vois, ils ont dépensé sur Jrue Holiday, ça n'a pas fonctionné, mais ils ont quand même gagné une série de playoffs, ils étaient à l'ouest, ça n'a pas fonctionné, Davis a eu beaucoup de blessures, mais tu peux des fois comprendre le truc de se dire, bon voilà, ça y est, maintenant. En plus, pour le coup, eux n'ont pas qu'un jeune, ils ont Banchero, ils ont Wagner, ils ont Black, ils ont Da Silva, ils ont Suggs, ils ont encore beaucoup de joueurs dont la progression, tu vois, ça passe aussi par de la progression interne. Enfin, ça passe essentiellement et majoritairement par de la progression interne, la progression du Magic. Et le move pour Desmond Bain, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? T'attends encore un an, puis encore un an. Là, voilà, tu peux tenter le coup. Je pense pas, moi, je pense que personne cite Orlando comme un candidat au titre. Ou alors, c'est une lecture qui est fausse, quoi. Tu peux pas aujourd'hui voir Orlando comme un candidat au titre. Là, Orlando ira aussi haut que ce que Banchero et Wagner aujourd'hui sont capables d'aller, en imaginant qu'ils soient mis dans les bonnes dispositions. Donc ça, faut voir si justement ça sera un problème de disposition ou si c'est un problème de, au final, ils sont pas si forts. J'ai eu ce débat lors d'une late session où je disais aux gens, je trouve pas que Banchero, il soit, genre, tu vois, justement, Banchero, pareil, il arrive dans la ligue, Orlando gagne 20 matchs de plus, très vite il s'impose comme un All-Star, je le vois très vite présenté comme un MVP. Ah non, moi je pense que Banchero, il sera jamais MVP de la ligue. Mais c'est pas grave, comme tu l'as dit, il y en a très peu des MVP en fait. Et je pense que Banchero sera jamais un MVP. Et du coup, souvent, pour être champion, il faut quand même avoir un MVP, justement. Donc, moi, je ne sais pas si Banchero, un jour, il mènera vraiment le Magic au titre. Mais ça passe par sa progression, par celle de Wagner, par celle de Suggs, par celle de Black. Et quand tu additionnes toutes ces progressions-là ensemble, tu te dis que, ouais, peut-être que ce groupe, dans 2-3 ans, il peut effectivement jouer une finale de conférence. Mais je ne sais pas s'il y a une pression aussi monstrueuse de parce que tu as recruté. Et par contre, je ne sais pas si je mets Orlando si loin des Cavs et des Knicks et tout ça, hein. Je pense que l'Est est très, 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 très homogène. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Je dirais que les Knicks et les Cavs sont peut-être un poil au-dessus, mais l'Est est très homogène, je trouve. Ouais, moi je mets Orlando vraiment dans ce chapeau-là, enfin juste en dessous peut-être, mais je pense qu'ils vont être bons. Moi j'aime ce qu'ils ont fait, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas simplement attendre l'opportunité idéale, ça arrive pas. Il y a un moment, il faut que tu choisisses. Le but des 30 équipes, c'est quand même d'être championne NBA à un moment ou un autre. Et je pense que j'aime beaucoup ce qu'a fait Orlando, ça a du sens. Il y a une pression en oui, je pense que faire une finale de conférence dans les 2 ans, ça doit être l'objectif. Bien sûr, parce que tu as l'effectif pour, tu as une progression collective qui est en marche. Par contre, si dans 2 ans,
Il faut voir les raisons pour lesquelles ça se ferait pas. En fait, si dans 2 ans t'as pas fait cette finale de conférence, ça voudra pas forcément dire qu'il faudra tout jeter en fait. La question sera vraiment autour de la manière dont ça s'est passé. Par contre, pour Jamal Mosley, je partage un petit peu l'avis de l'auditeur. Il y aura une pression. Cette année, il faut qu'on voit des progrès. Ah bah oui. Il faut vraiment qu'on voit des progrès en attaque. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a mis en place, Jamal Mosley. Malgré leur inefficacité offensive, c'était une équipe qui était galère à jouer, quoi. Boston, c'était pas une partie de plaisir d'en passer par Orlando. Et quand je vois, tu vois, il y a beaucoup. Ce que j'aime, c'est que cette équipe, elle a une identité défensive très forte. Ils ont un groupe qui est soudé. Tous leurs joueurs, ils sont ils sont dans la lignée directrice. Finalement, il n'y a plus vraiment de points faibles dans l'effectif, je trouve. Si tu regardes poste pour poste, c'est très correct. Par contre, il faut que ça progresse en attaque. Il faut qu'il y ait structurellement simplifier la manière de jouer. Alors, l'arrivée de Bane devrait quand même ouvrir du spacing pour Banchero et Wagner. Je continue de penser que Wagner, en termes d'adresse, il a un cap qui va passer. Tu peux pas être aussi bon et stagner à ce point-là. Je pense vraiment qu'il va passer un cap, mais il faut que collectivement ça progresse et ça parte par ce que va faire le coaching staff. Mais encore une fois, j'appelais pas du tout à ce que Jamal Mosley soit renvoyé. On en avait parlé, peut-être qu'il a un coordinateur offensif pour l'aider, ou du moins vraiment que ça bosse de ce côté-là. Je suis optimiste pour Orlando. C'est marrant. Je pense comme toi, hein. Je pense que Mosley, il devra montrer des choses. Moi, j'arrive pas à savoir à quel point je suis optimiste. Je pense que c'est une équipe qui va faire une bonne saison. Je pense que c'est une équipe qui peut éventuellement gagner un tour de playoff. Après, je sais pas vraiment quel est le plafond. Et moi, je vois quand même une faiblesse. Pour moi, ça manque de tir. Ça manque d'adresse encore. Ça manque d'adresse. Desmond Bane, tu dis, il va améliorer, il va donner du spacing. Oui, sans doute un peu. Je me souviens, j'avais exactement les mêmes réserves sur Kentavious Caldwell-Pope qui arrive, qui est depuis plusieurs années un shooter à 40% à 3 points. Il arrive au Magic. Je dis tout de suite, non, non, mais là, il va pas en prendre 6, quoi. Il va devoir être à 40% en prenant 7 ou 8 par match. C'est pas la même chose. Et on a vu, ça n'a pas marché. Et Bane, pour le coup, lui, a déjà l'habitude du volume. Il a déjà l'habitude du volume, mais c'est pas non plus. C'est un très bon shooter. C'est un bon shooter. Il va donner du spacing, mais pas au point de. C'est pas un 45% 3 points shooter, en fait. Tu vois. Et c'est pas au point. Et vu qu'il y aurait lui et d'autres mecs, je t'aurais dit oui. Mais il n'y a pas un autre gars qui est même à 35, je pense, dans l'équipe du Magic. Ils sont tous entre 25 et 30. C'est trop faible. Je pense pas que le spacing il va vachement tant évoluer que ça juste par la présence de Desmond Bane. Honnêtement, je pense pas. Ouais, Euh, je pense que ça va bouger quand même, parce que la grosse différence avec KCP, il a mis ses 40% en jouant avec Jokic. Tu vois ce que je veux dire? Je pense vraiment Pas que tu que en peux. fait. Pas que. Il a Non, mais, toujours été un bon shooter. Tu non, mais vois. au moment où il arrive à Orlando, c'est déjà un joueur c'est déjà un vétéran qui a. Je trouve que c'est un peu dur de comparer Desmond Bane à Kentavious Caldwell-Pope. Je pense que le volume, il l'a eu. Et je pense que c'est un autre degré de difficulté quand même, les tirs que Bane a dû mettre les saisons avec Memphis, avec ou sans Ja Morant, par rapport à ceux que KCP pouvait avoir. Et de la même manière, en fait, quand c'est comme ça, tu sais, le volume est presque parfois aussi important que le pourcentage. Ça, je suis Parce, d'accord. et donc Ça, je suis d'accord. là-dessus, je trouve. Après, je te dis pas que Bane est la solution unique. Il suffira pas en fait. C'est pas simplement parce qu'il arrive que ça propulse Orlando. Et c'est pour ça quand même que je revenais au progrès offensif globaux en fait, en termes de structure de ce que tu proposes comme jeu offensif. Mais tu as raison. En fait, une des déceptions quand même pour moi, c'est en partie Wendell Carter qui par moment en fait est vraiment excellent, mais il peine à être dans la constante, je trouve, notamment dans son adresse. Moi, je le voyais, je pensais vraiment que ça pouvait être une espèce de stretch big qui lui aussi t'apportait vraiment une menace et qui t'apportait du stretching. Au bout du compte, c'est par séquence. Je pense pour le coup, tu vois, que là, je serais d'accord. Enfin, je sais pas si tu as cet avis sur Wendell Carter, Bah, mais je pense qu'il est pas suffisamment, tu vois, pas suffisamment constant là-dedans, dans le volume et dans l'adresse, pour vraiment pouvoir te donner du spacing comme Orlando pourrait l'espérer. si, ça fait partie de mes pistes. Et d'ailleurs, quand on en a parlé avant même le trade de Bane, quand on parlait de ça, je disais il leur faut peut-être un changement de pivot et prendre un pivot qui étire les lignes, être sur un style un peu plus offensif. Parce que clairement, là, pour moi, bon, Bane, il va shooter mieux que Kentavious Caldwell-Pope et c'est un bien meilleur joueur, mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes contraintes. Ou alors, il va falloir être très ingénieux
peut-être que l'équipe, oui, va progresser un peu en attaque parce que Bane va mettre plus de 3 points que Kentavious Caldwell-Pope et va mettre peut-être plus de points tout simplement. Mais sinon, le gros du truc, on se heurtera un peu au même problème, c'est que Wagner et Banchero, ils n'auront pas énormément d'espace pour jouer. Eux sont des mauvais shooters. Je pense qu'on va très bien vivre avec l'idée quand même de se dire que, OK, Bane, s'il faut, il prend 10-3 points et des fois ça passe, des fois ça passera pas. L'équipe d'en face, je veux dire. Et surtout, c'est même plus simple. Si à la limite, il faut se concentrer que sur Bane quand c'est Wagner et Banchero qui ont la balle, bah en fait, on va pas lui laisser 10-3 points à Bane. Par contre, les autres, les Suggs, les Wagner, les Banchero, on va leur laisser, prends autant de 3 points que tu veux, mon gars. De toute façon, tu es à 30%, les Carter, et encore 30, c'est dans le meilleur des cas, les Carter Junior aussi. Moi, j'aurais essayé de trouver un pivot qui étire les lignes tout en étant un protecteur de cercle, mais c'est le truc que tout le monde cherche aujourd'hui, le pivot qui étire les lignes et qui est un protecteur de cercle. La preuve, tu peux avoir 57 ans comme Brook Lopez, tu vas trouver un contrat parce que tu as ce profil-là. Donc à un moment, alors Ford, il pourrait se faire amputer du pied pendant l'été, qu'il aurait quand même un contrat. Tu vois, non, mais c'est vrai. Donc, il va falloir être très ingénieux, et c'est là où moi je te rejoins toi et je rejoins l'auditeur. C'est moi, si ça marche pas, justement, si ça progresse pas assez vite parce que la limite elle est encore offensive, le blâme tombera d'abord sur Mosley avant qu'on se dise il n'y a pas assez ouais, mais il n'y a pas un pivot shooter quand même, tu vois. Non, il y a quand même Ouais, là, ça va être d'abord non, venez, on change le coach, on voit, tu vois. ça sera le fusible, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et je te propose d'enchaîner avec une autre équipe de la conférence Est. Alors, j'ai deux questions qui nous ont été envoyées par Morgan, qui commence en disant: je voulais commencer par vous remercier de m'accompagner quotidiennement depuis 2 ans maintenant. Gros big up d'ailleurs à mon poteau Tristan, qui m'a convaincu de vous écouter. Merci Tristan. Lui qui est un habitué de vos programmes et qui m'a également fait découvrir certains de vos plus beaux MOOC. J'ai deux questions, l'une sur la NBA et l'autre sur la WNBA. La première, étant fan des Bulls, je m'intéresse à toutes les équipes et tous les autres joueurs de la ligue pour ne pas mourir d'ennui. J'avoue avoir été très hypé par le début de l'aventure Karnišovas. Faire venir Vucevic qui était All-Star, Lonzo Ball, DeRozan, Caruso me semblait particulièrement réussi. J'aurais toujours le profond regret de la rechute de Lonzo qui se blesse gravement alors que Chicago est premier de l'Est en janvier 2022. Je pense vraiment, ou naïvement, que cette équipe aurait pu jouer les finales de conf à l'Est, avant que Boston ne développe complètement des forces. Depuis, uniquement des espoirs déchus. Récemment, j'ai vu que les Knicks avaient songé très sérieusement à recruter Billy Donovan en tant que head coach. Pouvez-vous m'expliquer comment Donovan peut avoir un tel crédit auprès d'une franchise contender, a fortiori sur un si gros marché? Certes, il a fait de très belles choses en NCAA aux Gators, il a gagné 2 titres et développé Joakim Noah et Al Horford notamment, il a même fait de très belles choses à OKC avec Russell Westbrook et Kevin Durant, et même ensuite sur la saison avec Chris Paul. Pour autant, je crois que je n'ai jamais compris ses choix, ses rotations et ses line-up à Chicago, surtout ces dernières années. Cette saison, il a quasiment tout le temps aligné des 5 majeurs composés de 4 arrières plus 1 pivot. Évidemment, c'était laid et inefficace. Il a parfois été sauvé par les talents individuels de White et guidé. Comment, c'est pas facile à dire, guidé, Ouais, juste sans le prénom. Comment peut-il conserver autant de crédit? Comment peut-il même conserver son poste actuel depuis plus de 5 ans? On n'a évidemment pas la réponse. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question, justement. C'est une très bonne question, mais on n'a pas la réponse. Moi, On ne sait pas. c'est un Un des plus grands mystère. mystères quand même pour moi, Ouais. malgré tout. Et je j'ai rien contre Billy Donovan. Tout ce qui est dit par Morgan est vrai. C'est un très bon coach universitaire. Manifestement, il sait développer des joueurs. Je pense que dans le relationnel, tu sais, en termes de motivation relationnelle avec les joueurs, il doit être excellent. Par contre, petit bémol quand même, parce qu'on parle d'OKC, non, ce qu'il a fait à OKC, il n'y avait rien d'extraordinaire. Je suis désolé, c'était quand Il même surfe décevant en sur. fait. Ouais, bah ouais. T'avais Kevin Durant et Russell Westbrook, tu joues le titre en fait. Donc je suis désolé, je sais que c'est, on vient de dire ça peut pas être, tout peut Après, pas être titre ou rien. il a eu qu'une année, hein, les deux. Il les a eu qu'une année, en fait, les deux. Pardon, excuse-moi, je t'ai Ouais, coupé, au bout mais. du compte, Kevin Durant est parti quand même. Ouais, C'est ce voilà, que je c'est veux ça. dire. C'est un peu. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Alors tout est pas de sa faute, hein. Je dis pas que tout est de sa faute, mais c'était quand même complexe. J'avoue, je comprends pas. Mais après, c'est pas la seule chose que je comprends pas à Chicago. Et dans tout ça, ce que je comprends le moins quand même, c'est que New York ait appelé les Bulls pour leur demander s'ils pouvaient avoir un rendez-vous avec Billy Donovan. Ça, c'est quand même ce que je comprends le moins de toute cette équation. Pareil que toi. Pareil, je dirais que c'est encore un plus grand mystère, le coup d'Enix qui appelle pour Donovan. Si vraiment c'est vrai.
Mais Ça n'a ça pas vient été en plus, démenti en tout cas. ça n'a pas été démenti et ça venait d'une source fiable en plus, Ouais. de Casey Johnson, qui est pas du genre à vouloir se mettre en avant pour rien et qui est insider des Bulls depuis plus de, je sais pas, peut-être 15 ans, donc quand même. Mais sur les Bulls, c'est un mystère. Après, le coup de la finale de conf, bon, on voit que Morgan est fan des Bulls, quoi. Hmm. Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pouvait faire mieux. Et même le fait que Karnisovas reste en place, hein, c'est aussi presque un mystère. Hein. Tu sais, normalement, il y a des GM, ta franchise, elle est engluée comme ça à ce point, à l'Est. Pas capable de Moi, faire mieux à l'Est. à Chicago, franchement, ça fait longtemps que je le dis, il faut que Reinsdorf vende la franchise. Tu sais, il passe vraiment entre les gouttes parce qu'il n'est pas comme Dolan à la ramener tout le temps. On le voit pas. La plupart des gens, je pense, maintenant, savent même pas quel est le nom du propriétaire des Bulls. Mais c'est quand même un mec qui a jamais voulu mettre la main à la poche quand il fallait. Je suis désolé, même à l'époque, il a été OK pour filer à l'époque ce qui était le plus gros contrat de l'histoire à Jordan, des salaires, je crois que c'était 30 millions de dollars à l'époque la saison. Mais derrière, c'est un mec qui, dès qu'il a eu l'opportunité, passé 98 avec le lockout, c'est non, on n'est pas sûr de gagner, ça sert à rien qu'on ramène l'équipe et qu'on file de l'argent à tout le monde. Il a toujours fait des économies. Et ce mec-là, c'est quand même, au bout du compte, le gars qui reste, qui est dans l'équation depuis le départ, qui était là quand ça a très bien marché, mais c'est pas lui qui a monté l'équipe, hein, c'est Jerry Krause qui a monté l'équipe qui a été championne. Et qui, je te dis, ça m'avait vraiment frappé dans le documentaire dans The Last Dance, de le voir parler de Jerry Krause et de contribuer quand même à lui faire porter le chapeau sur sa personnalité, etc. Et sortir de ce documentaire sans la moindre égratignure. Donc voilà, il serait temps qu'il y ait un changement de leadership du côté des Bulls, sachant que la franchise, j'ose même pas imaginer combien elle vaut. Enfin là, on sait que les Il Lakers ont va été prendre une vendus fortune. 10 milliards de dollars. Ouais. Mais les Bulls, c'est monstrueux en termes de marché, en termes de... C'est un peu un géant endormi, en fait. Ouais, mais t'as raison, hein, souvent le problème part d'en haut. Hein. Donc, Ouais. Allez, j'enchaîne avec deuxième question de Morgan toujours. Merci beaucoup à Shai, grâce à qui je me suis profondément plongé dans la WNBA cette saison. Tellement vos émissions m'ont hypé au moment de la draft jusqu'à prendre le League Pass. Les joueuses ont leur propre talent et je ne veux pas les rabaisser à systématiquement les comparer aux joueurs hommes. Pourtant, quand je vois jouer Brianna Stewart, Sabrina Ionescu ou Nafissa Collier, je ne peux pas m'empêcher de kiffer parce que ça pue le basket et je vois quand même des similitudes dans leur jeu avec des Tim Duncan, des Steph, des Yanis. Pensez-vous que le développement de la ligue, en termes d'économie et d'image, puisse porter les femmes jusqu'à la globalisation ? On a vu récemment des équipes NCAA féminines en France, malheureusement dans des salles vides. Est-ce qu'on peut envisager que la ligue s'exporte en Europe pour quelques matchs à l'avenir ? Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel ça pourrait être un succès ? avec Caitlin Clark, elle a ouvert le monde des possibles pour la WNBA. Presque malgré elle. C'est difficile de comprendre pourquoi d'ailleurs. Il y a un côté, il y a le style de jeu de Caitlin Clark, je pense. Il y a le côté, quand je rentre dans une série, quelle que soit la série, au final, je reste dedans. On est humain comme ça. Et Caitlin Clark, à force que, je sais pas, que. En fait, c'est la preuve que le sport féminin, quand tu le médiatises, tu finis par prendre du monde qui finit par s'y intéresser, en fait. Tu peux pas juste dire, ouais, mais non, mais ça va pas faire d'audience, donc on médiatise pas. Je comprends pourquoi on dit ça, mais c'est pas tout à fait vrai, tu vois. C'est pas tout à fait vrai parce que quand tu le médiatises, tu vois qu'il y a des gens qui rentrent dans un truc et quand tu rentres dans un truc, je le répète, tu es dedans en fait. Tu t'attaches à des personnages et tu continues à suivre. Donc, Caitlin Clark, je pense qu'avec elle, il y a eu un espèce de boom qui va se propager à d'autres. Paige Baker, s'il y a d'autres, il y a Juju Watkins quand elle arrivera en NBA, il y en a d'autres, j'ai oublié les noms de toutes les nouvelles stars de demain, mais il y en a certaines qui seront très charismatiques elles aussi, et il y aura petit à petit un engouement, et du coup, un match un jour en Europe, un match WNBA en Europe, tu me dis ça avant l'arrivée de Caitlin Clark, je te dis, bah non, jamais. Là, aujourd'hui, je pense tout est possible, tout est envisageable en fait en termes de marketing. Peut-être pas un match, évidemment, dans une énorme salle, tout ça. Bien sûr qu'il y a encore des trucs, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. On voit bien de toute façon, il y a de plus en plus de franchises. Hein. Les mecs qui créent des franchises, c'est pas par bonté de cœur, quoi. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a un filon, en fait. Il y a un investissement, il y a de l'argent à étirer. La ligue est en train de grandir.
Le gars se dit, bah attends, moi je veux me positionner, bien sûr que je veux être dedans, ça va faire de la thune, c'est comme ça que tout marche au final. Donc il y a une évolution, il y a une évolution importante et rien n'est à exclure, je pense. Je suis complètement d'accord, la globalisation, elle est déjà en marche. Moi, j'y crois fort. En fait, c'était vraiment intéressant ce que tu disais, Antoine, sur le côté on pense que ça va pas marcher, donc on donne pas une chance au produit. Là, le Caitlin Clark, en fait, il y a eu une concordance d'éléments qui sont tombés pile au même moment. Et notamment, le développement des réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, je pense Ouais. vraiment pas que Caitlin Clark serait la star qu'elle est aujourd'hui, parce que la grande chance j'allais dire que le basket féminin, mais qu'on a eu tous, en fait, et toutes, c'est que elle a pu devenir la première joueuse, sans doute, virale, à tel point que les chaînes n'ont pas pu ignorer ce qui se passait. Mm. Les financiers n'ont pas pu ignorer ce qui se passait. Ils ont dû le prendre en compte et se rendre compte qu'effectivement, il y avait un marché, il y avait de l'engouement pour des joueuses spectaculaires qui apportent des choses dans le basket. Il se trouve qu'elle avait en plus des... Sa manière de jouer correspondait parfaitement avec ce qui fait kiffer les gens aujourd'hui. L'adresse à 3 points, tu avais déjà la comparaison toute simple avec Stephen Curry sur Oui, laquelle tu bien pouvais sûr. t'appuyer. Tout était en place. Et moi, je suis sûr que ça va fonctionner pour les matchs universitaires qui ont eu lieu à Paris. Moi, ce que je regrette surtout, c'est il y a pas eu assez de communication autour. J'ai découvert ça la première fois là, quand South Carolina est venu à la Halle Carpentier. Moi, j'avais même pas compris que c'était des matchs officiels NCAA qui se jouaient. Alors que nous, on est quand même dans le milieu, Antoine. Tu vois, on reçoit des newsletters, des communiqués de presse. Il y avait eu zéro communication. L'an dernier, j'ai eu la chance d'aller à l'Adidas Arena pour voir les matchs. Il y avait notamment Juju Watkins. C'était cool. Les deux matchs étaient vraiment intéressants. Il n'y avait pas encore suffisamment de monde, mais moi, je garantis qu'avec la communication suffisante autour, un pricing correct, la salle, elle serait pleine. Et honnêtement, un match WNBA, si tu choisis, et la WNBA saura, j'imagine très bien faire ça, tu prends deux grosses têtes d'affiche pour faire un match en Europe, tu prépares comme ils font pour les NBA Games, où dès le début de la saison, il y a des relances, on te fait monter la sauce, etc. Moi, je suis sûr que ça marche. En plus, ça tombe l'été. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas la concurrence des autres championnats. Je l'ai ton affiche, hein. Il y a deux équipes de Bah oui. l'Est, c'est souvent deux équipes de l'Est. C'est Indiana-Chicago. Bah oui, c'en est une. Ouais, bien sûr. Ou Deux Indiana grosses. contre New York si tu veux avoir Ionescu Voilà. contre Caitlin Clark. Voilà, en plus Mais tu mets les championnats en titre contre celles qui essaient ouais, de grimper. Tu pourras en faire d'autres. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit que cette ligue, elle est en train aussi de s'internationaliser de plus en plus. Donc tu pourras aussi essayer de forcer je veux dire, comment dire, les talents locaux. Tu dis, bah, il devrait y avoir aussi plus de médiatisation autour d'elle. Enfin, je vais pas retourner la hallebarde dans la plaie, mais il y a 2 ans, là, quand Marine Johannes n'est pas prise en équipe de France parce qu'elle peut pas, elle va manquer 3 jours de la préparation, et que derrière, elle tape des matchs qui font avec des performances individuelles où c'est sur les réseaux sociaux de la WNBA où tu vois ces actions et qu'il n'y a rien sur les comptes de l'équipe de France, etc. Tu dis, voilà, faut aussi que sur les ligues nationales et les championnats nationaux se bougent autour de ces questions-là, quoi. on sait bien que les ligues nationales en France ne sont pas toujours dans ce qui est dans leur intérêt, mais bon, bref. Ou n'ont pas toujours été. Je vais me mettre au passé plutôt. En tout cas, ouais. En tout cas, voilà. Moi, je pense qu'on est à peu près alignés. Moi, j'y crois. Je pense que c'est pas un enfin, c'est pas un phénomène type étoile filante. Ça va s'amplifier et ça va perdurer parce qu'on voit même qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui se passionnent pour cette ligue, qui s'y intéressent, qui suivent les athlètes. Et c'est ce que tu disais, je veux dire, les Valkyries, ce qui était intéressant au-delà de leurs résultats cette année, c'est de voir que même l'estimation de la valeur de la franchise a déjà décuplé. Donc voilà, on parle d'expansion, il y aura Portland. Ça, c'est des signes forts qu'il y a du business. Et s'il y a du business, il y aura de la communication. Et donc, ça sera amené à devenir global. Allez, une question de Martin qui nous pose une question simple. Mais, enfin, simple, courte. Une question courte, mais pas si simple, plutôt. Où verriez-vous signer Russell Westbrook, Chris Paul et Ben Simmons? Ouh, je pense qu'il y en a au moins 2 sur 3 qui aura toujours pas signé de contrat en septembre. Chris Paul, où? Ça sera pas aux Clippers, du coup? C'est ce qui est ironique. Ce sera peut-être aux Suns. Je capte pas pourquoi, hein, mais Je crois qu'il reviendrait. ouais, c'était pressenti, hein. Ça fait partie de ces trucs. Et pas aux Clippers, je suis pas sûr, hein. Ils avaient dit que même Bradley Beal, même l'arrivée de Bradley Beal,
ne mettez pas forcément un frein à la signature de Chris Paul. Je sais, c'est vrai, c'est dur de deviner. Je vais, je vais quand même dire à Phoenix, moi. Je vais quand même dire à Phoenix, ce qui est bizarre, hein. Mais je vois pas quel. Tu sais, le mieux là pour Chris Paul, c'est une équipe avec laquelle tu peux jouer le titre. Ouais. Genre, Denver, j'aurais trouvé ça parfait. Et j'ai pas l'impression qu'il va aller jouer à Denver. Denver Donc, serait parfait, hein. Denver serait parfait. Denver, ça serait parfait. À l'Est, New York, ça serait intéressant. S'il avait la volonté. Derrière, j'ai du mal quand même à croire. Les Clippers, j'ai du mal à y croire. Je Ouais, il suis aura pas vraiment de pas sûr qu'il minutes. ait envie de rejouer avec James Harden, quoi. Puis C'est il le aurait mec qui. 0 minutes en fait. Ouais, pardon, c'est le mec Oh, qui. il en aura peut-être, hein, parce que faudra voir. Leur roster est cool, mais il faudra voir combien de joueurs sont sur le terrain, sont en forme, en état de jouer. Mais effectivement, tu vois, j'ai du mal à. Et Phoenix, est-ce qu'il a envie de revenir là-bas? J'ai du mal à Je sais voir ces pas. scénarios-là, quoi. Pour des raisons personnelles plus que des raisons basket. J'avoue, Phoenix, je te le dis comme ça, mais je sais pas. Russell Westbrook, je pense qu'il y aura pas de. Je pense qu'il y aura Mais pas de contrat avant septembre là, pour ouais, Westbrook. je te rejoins, pardon, juste pour finir sur Chris Paul, je pense que des trois, c'est celui qui aura le plus d'options, Ouais. qui sera le plus à même de pouvoir choisir ce qu'il préfère. C'est marrant, on parle de Denver. Ben Simmons pourrait aussi à Denver, hein. Ouais. Pourrait être à la fois meneur remplaçant ou pivot remplaçant selon le style que tu veux. Ben Simmons, je pense qu'il sera pris exactement comme il a été pris aux Clippers. À un moment en cours de saison, je pense qu'il va signer tard. À un moment en cours de saison pour renforcer une rotation d'une équipe importante. Et pour le bien de sa carrière, aujourd'hui, Ben Simmons, il ne peut pas trop se relancer dans les équipes faibles. Elles ne vont pas vouloir donner le ballon à Ben Simmons, en fait. Elles ont déjà des jeunes. Tu es une équipe faible. Tu as des jeunes à qui tu veux mettre la balle entre les mains. Washington, déjà, tu vois, il y a déjà tellement de jeunes. Tu vas pas mettre le ballon dans les mains de Ben Simmons plutôt que dans celui de Bilal Koulibaly. Ça n'a pas d'intérêt pour ton futur, tu vois. Tu veux que ce soit Koulibaly qui ait la balle entre les mains, que ce soit Keyshawn George qui ait la balle entre les mains, Bob Carrington, tu vois, ces mecs-là, Trey Johnson, pour voir s'ils sont capables d'avoir la balle entre les mains. Et, euh, et Ben Simmons, un rôle de role player dans une équipe très faible, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas comme ça que tu te montres, c'est comme ça que tu disparais. Donc aujourd'hui, Ben Simmons, pour relancer ta carrière, il faut prouver que, ok, j'ai été une star, mais maintenant, je peux contribuer dans une équipe qui gagne en étant dans ce rôle très spécifique. Regardez, je suis passé de star à ce rôle très spécifique, je l'ai accepté. C'est comme ça que tu prolonges ta carrière, en fait. En mode, je l'ai accepté, vous savez qu'avec moi, vous allez avoir ça. Je vais vous donner ça. Et en plus, il y a toujours ce truc de se dire, j'ai été une star. Qui sait, les mecs? Qui sait, les mecs? Peut-être qu'un jour, je vais en plus pouvoir retrouver des aspects qu'il y avait dans mon jeu. Donc, je pense que Ben Simmons, il faut que ça soit une équipe forte. Je pense que Chris Paul, il faut que ça soit une équipe là où il a envie d'y aller, là où il a envie de finir sa carrière. Avec quel maillot il veut finir sa carrière, en fait, Chris Paul? C'est ça la question, tu vois. De quelle manière? Est-ce qu'il veut jouer une bague? Si, il signe, hein. Et Westbrook, j'ai peur qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre. J'ai peur que Westbrook n'ait pas de marché. Alors que pourtant, il a montré des choses intéressantes avec Denver l'an dernier. Tu vois, il est même parmi les matchs qu'ils ont gagnés, alors ils en ont perdu, mais ils en ont gagné aussi parfois grâce à lui, quoi. J'ai peut-être une idée. Indiana. Indiana. Ah oui. Indiana. Il n'y a pas de meneur. Une équipe comme ça, une équipe qui est ambitieuse quand même pour les playoffs, où le meneur n'est pas là. Tu as besoin de Pas dynamiser. bête du tout. Ouais, j'aime Indiana. beaucoup. Indiana, Ouais, peut-être j'aime beaucoup. peut Minnesota. Tu vois, peut-être Minnesota aussi. Minnesota, je pense que ça peut peut-être marcher aussi. Voilà, c'est peut-être les équipes comme ça que je vois pour Westbrook. Ouais, c'est deux très bonnes options. Et pour Ben Simmons, je partage ton avis. En fait, faut que Maintenant, c'est une espèce de. Défensivement, il a montré des choses, des belles choses avec les Clippers. Même j'ai trouvé que, tu sais, dans sa manière de se mouvoir, de courir, etc., on retrouvait un petit peu de fluidité. J'ai l'impression que physiquement, ça va beaucoup mieux que par le passé. Et c'est un mec qui peut donner un coup de main. Après, c'est ce qu'on ne sait pas, parce qu'il est lui aussi, hein, qu'est-ce qu'il est énigmatique, c'est très très dur de le cerner. Je ne sais pas ce qu'il attend en fait du reste de sa carrière. Je ne sais pas ce qu'il attend, même d'un point de vue financier, tu vois, ce qu'il va chercher. Mais c'est un joueur qui pourrait aider des équipes ambitieuses, je suis d'accord avec toi, hein. Dans un rôle vraiment très spécifique. Et par contre, bah, tu sais que tu vas pas jouer les 3 dernières minutes, tu seras pas sur le terrain de Bah toute non. façon parce que tes lacunes sont trop criantes. Allez, une question de Anthony du 07.
Les vacances sont l'occasion de prendre du temps pour faire des choses que nous voulions faire depuis longtemps. C'est mon cas puisque depuis longtemps j'avais des retours très positifs sur une série comique dans le milieu du sport. J'ai donc visionné avec plaisir Ted Lasso, un entraîneur de foot américain qui est recruté pour s'occuper d'une équipe de foot britannique. Avec donc pour sous-entendu que les capacités de motivation, les compétences de gestion d'un groupe et des êtres humains seraient plus importants que les compétences tactiques spécifiques à un sport. Cette série m'interroge sur le rôle et les compétences d'un bon coach. Et donc, voilà ma question pour vous. Cette série n'est-elle qu'une pure fiction ou pourrait-on envisager qu'un entraîneur d'une autre discipline puisse s'installer sur un banc en NBA? Et pour être un peu plus provocateur, Doc Rivers n'est-il pas un Ted Lasso? C'est intriguant. Alors, tu vas y répondre mieux que moi à cette question, mais ça peut, si tu as un staff basket exceptionnel. En fait, pardon, je vais commencer comme ça. Si tu es un très grand coach dans un sport, je pense que tu peux très vite comprendre un autre sport, en fait. Mais il faudrait que tu fasses une mise à jour, tu vois. Par exemple, Claude Onesta, qui était exceptionnel en tant que sélectionneur de l'équipe de France de handball, euh, ses capacités de coaching dépassent juste le hand, en fait. Ses capacités de leadership, etc., dépassent le cadre du hand. Et bien sûr que lui, j'ai pris cet exemple, c'est le premier qui m'est venu en tête. Lui, tu lui donnes 6 mois comme ça où tu lui dis, vas-y, écoute, bouffe du basket pour essayer de comprendre. Il va évidemment pas avoir le niveau basket d'un coach NBA, en fait, à la fin du truc. Donc, il aura quand même une vraie lacune là-dessus. Il faudra l'entourer avec plein de coachs exceptionnels sur l'aspect purement basket. Mais bon, pourquoi pas, tu vois. Mais je pense quand même qu'en NBA, on est sur l'élite de l'élite. Les qualités mentionnées sont très importantes. Mais justement, on le voit bien, il y a différents types de coachs. Il y a ces coachs un peu plus qu'on appelle les coachs fédérateurs, mais en vérité, ils ont quand même une connaissance basket qui est très élevée. C'est juste qu'à l'échelle d'autres coachs plus tacticiens, l'écart, il se fait là. Mais en réalité, ces gars-là, ils ont quand même une connaissance du basket qui est exceptionnelle, en fait. On s'en rend juste pas compte. C'est comme dire, un autre parallèle, c'est comme dire que le 350e joueur de la Ligue, parce que tu vois son écart de skills avec Nikola Jokic, tu penses qu'il ne sait pas jouer au basket. Non, en fait, j'en ai parlé avec un pote il n'y a pas longtemps. Kevon Looney, je vous invite à regarder la mixtape de Kevon Looney quand il est au lycée. Mais le mec, mais jamais tu devines que ce gars, il va devenir un joueur de l'ombre qui pose des écrans, qui prend des rebonds en NBA. Le mec, il cross, des step back, tout ce que tu veux. Il sait tout faire. Ils savent tout faire. Tu vois. Donc, son niveau basket est extrêmement élevé. Je pense que pour les coachs, même ceux qu'on considère comme fédérateurs, comme un peu plus pep talk, ils ont quand même un niveau basket très, 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 très élevé. Je suis complètement d'accord. Tu sais, quand il s'agit de faire des interviews, j'ai jamais eu vraiment la pression, tu vois, avant de faire une interview de joueur. Par contre, faire une interview d'entraîneur, ça a toujours été et ça reste quand même un truc où j'ai une vraie pression parce que je sais qu'il y a des joueurs. En fait, les joueurs n'ont pas la même perception du jeu que moi. Je peux me tromper, mais je sais aussi qu'ils connaissent pas forcément mieux le jeu que moi fondamentalement. Ils le connaissent différemment, en fait. Mais globalement, et puis à mesure que les années passent, il se trouve que tout naturellement, j'ai vu plus de basket, en fait. Donc ça veut pas dire que je connais mieux, j'ai pas cette prétention-là, mais ça met pas une pression. Un entraîneur, je sais que quoi qu'il arrive, il connaît mieux le jeu que moi, en fait. Je peux ne pas être d'accord, je peux avoir un autre point de vue, mais je sais qu'il connaît mieux le basket. Et c'est ce que tu disais, ils ont un niveau de détail qui est... On se rend même pas compte, en fait. Tu sais, même quand on est je vais donner l'exemple de Tom Thibodeau parce que tu vois, j'étais assez critique pendant les playoffs à pas comprendre par exemple pourquoi il n'y avait pas plus de jeux postés pour Karl Anthony Towns par situation. Alors, je demandais pas à ce qu'il en joue 30, hein. Mais en fait, je sais que je comprends pas pourquoi c'est pas proposé. Mais je sais aussi que Tom Thibodeau, c'est pas comme s'il avait jamais réfléchi à donner du jeu posté à Karl Anthony Towns. C'est qu'il s'est déjà posé la question 2 millions, enfin, je sais pas comment dire, 4 mois avant que ça me vienne à l'esprit, lui s'était déjà posé la question, il avait déjà 15 ou 16 arguments qui faisaient que non, c'était pas une bonne option pour les Knicks. Après, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais je pense effectivement qu'on sous-estime le niveau de connaissance et de minutie de ces entraîneurs. Pour la question, non, je pense que c'est impossible qu'un entraîneur d'une autre discipline se retrouve sur le banc d'une équipe professionnelle d'un autre sport, du moins dans des championnats dans les championnats relevés. Les plus relevés, je dirais. Ouais, voilà, dans les championnats les plus relevés.
Par contre, la question, elle est vraiment intéressante. Je me rappelle notamment que quand Claude Bergeau avait été nommé sélectionneur de l'équipe de France de basket, il avait commencé par faire un espèce de petit tour des autres sélectionneurs des équipes de France de sport collectif. Notamment, il était allé voir du côté du rugby, du côté du hand. Et ça, je pense qu'il y a vraiment de la valeur là-dedans. Et tu vois, ce que je verrais plus comme possibilité, c'est qu'un coach un grand coach d'une autre discipline soit dans le staff d'une équipe de basket. Ça, je l'envisage. Alors, pas forcément à se taper tous les déplacements, mais un petit peu comme, comme ce que fait Vincent Collet avec les Cavs, où il est à distance, il regarde un petit peu les choses, il vient voir des matchs, parce qu'il y a une vraie valeur dans le fait d'aller voir ce qui se passe dans d'autres sports et de se réinterroger sur notre propre sport. Moi, ça me l'a fait à un moment. Je me suis intéressé à un moment au MMA alors que j'ai jamais suivi les sports de combat. Parce qu'en fait, il y avait tout un tas de raisons. C'était vraiment pas pour la violence du sport, mais c'est parce qu'en fait, quand j'écoutais des interviews, je voyais des reportages, ça me faisait me poser des questions que je m'étais jamais posées et chercher la translation dans le Ah, basket. Parce qu'en fait, comme tout le monde, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on fait parce que on les a toujours faites et tu oublies de te reposer la question de savoir est-ce que ça a du sens. Je vais donner un exemple très simple. Pendant tout mon parcours basket, dans les échauffements, à un moment ou un autre de l'année, tu faisais du criss-cross. Mon dernier coach, à un moment, je sais plus, il lance un exercice, je fais du coup c'est criss-cross, il me dit bah non, ça sert à rien criss-cross. Je dis comment ça? Il me dit bah quand est-ce que dans un match, tu vas faire 2 passes de suite à un mec en le suivant comme ça? Ça arrive jamais en fait. Et je m'étais bah, jamais posé la question. Et je me suis dit ça n'arrive jamais. Et c'est vrai que ça n'a aucun sens de faire du criss-cross juste pour du criss-cross. Alors je dis pas, tu peux certainement adapter certains mouvements, mais tu vois, ce type de questionnement-là, je suis sûr que tu l'as si tu parles avec des coachs d'autres disciplines ou que tu vas voir d'autres disciplines. Soit tu vas leur demander pourquoi eux ils font telle chose, soit eux ils vont te demander mais ça pourquoi vous le faites comment. Et c'est plus facile de poser ces questions quand t'as pas le bagage justement de bah ouais je le ouais, fais parce je l'ai que ça a toujours toujours été fait. comme ça. Mm. Bah ouais, exactement. Donc voilà. Je sais pas si tu avais autre chose sur cette thématique, Antoine. Non, non, impec. Allez, une question de Jackie Chanel, j'adore ce pseudo, qui nous pose cette question. LeBron contre Steph, ça c'était quelque chose. Et quel régal de les avoir vus jouer ensemble pendant les JO. J'ai beau regarder les stars actuelles dans leur prime, je ne retrouve pas de confrontation aussi jubilatoire. À une époque, je croyais que les oppositions entre Joel Embiid et Nikola Jokic nous offriraient 10 ans de joutes inoubliables, mais ça a vite fait pchit. Luka contre Devin Booker? Non, je rigole. Peut-être Victor contre Chet? Et vous, quelle rivalité entre stars d'aujourd'hui vous fait vibrer? Je sais pas si je vibre forcément sur les rivalités entre stars, moi. Je veux dire, c'est cool, c'est marrant, hein. C'était marrant à Liberton contre les Knicks, les trucs comme ça peut donner du piment. Même le Bucks Pacers, qui a été Oui. douloureux de voir Yannis perdre, mais tu vois, c'est toujours évidemment sympa quand il y a des rivalités. Maintenant, je n'ai pas toujours besoin de ça, moi, pour apprécier. Je me nourris pas de ça. Après, je pense qu'il y en a qui sont toutes trouvées, hein. Il y a deux joueurs considérés comme générationnels qui vivent tous les deux dans le même état. Flag contre Wembanyama, l'Américain contre l'Européen. Bien sûr qu'on va s'en. C'est plus Chet, hein, c'est Chet. C'est marrant parce que Chet, il est déjà champion NBA, tu vois. Donc ça se trouve aujourd'hui, Chet, il a un palmarès que ni Wembanyama ni Flag n'auront dans leur vie, tu vois. On ne sait pas en fait si Wembanyama ou Flag gagneront un titre. Chet, c'est fait, mais je pense que la rivalité, elle va shifter parce on se dit déjà, non, Chet, c'est pas assez fort, tu vois, pour rivaliser avec Wembanyama. On va coltiner ça sur quelqu'un d'autre. Et il y aura toujours une petite rivalité avec Chet, mais je pense que ça sera Vic contre Flag, tu vois. Victor contre Flag, ça va être ça le prochain truc. Mais c'est pas qui m'excite Alors le moi, plus. alors moi, j'aime bien ces notions de rivalité. Je pense que celle de Victor contre Chet, elle va rester en fait, parce que c'est personnel. Alors je dis pas qu'ils se détestent, c'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a un historique malgré tout qui commence en équipe de jeunes. Moi, j'ai aimé chacune de leurs confrontations. Je trouve tu sens qu'il y a toujours un petit extra. Et quand je pense à la question, la plupart des confrontations, elles sont quand même tournées autour de Victor. J'adore les duels face à Jokic, les duels Jokic-Wembanyama. Il y a toujours quelque chose. Franchement, Jokic, c'est pas le plus démonstratif, mais ces matchs-là, tu sens quand même qu'il les a entourés sur son calendrier, que c'est pas tout à fait n'importe quoi, qu'il veut pas se faire marcher dessus et qu'il veut, voilà, il veut pas se faire marcher dessus. J'aime bien aussi les confrontations. Alors là, il y en a que 2 dans l'année, mais entre Victor et Giannis Antetokounmpo, j'ai l'impression que c'est face à ces joueurs-là et c'est dingue en fait. Tu dis Victor, il va être
Il a joué une saison et demie, c'est déjà face à... C'est avec les plus gros joueurs. Et sinon, moi, j'ai hâte de voir quand même les prochains Lakers Dallas, que ce soit à Dallas ou à Los Ouais. Angeles. Mais c'est plus des C'est des petites rivalités pièces. entre stars, quoi. Non, non, mais Ah oui, bien c'est... sûr. Ouais. Voilà, non, j'avoue, j'ai un peu détourné. Parce qu'effectivement, non, contre les Suns, c'était cool. Les Mavs Suns, il y avait toujours un petit truc extra quand même. Tu sentais qu'il y avait des rivalités entre Luka et Devin, mais la plupart ouais, qui me viennent comme ça instantanément, c'est autour de Victor. Ouais, bah, de toute façon, Victor, c'est un. C'est pour ça, moi, je te dis pas qu'elle va disparaître, celle avec Chet. Mais juste, Chet, il est plus assez haut, en fait, pour que ça vaille. Tu vois, à un moment, tu opposes pas Shaquille O'Neal avec un bon pivot, mais qui est pas un pivot superstar, tu vois. Hmm. Il y aura toujours cette rivalité, peut-être entre eux, oui, il y aura peut-être toujours un truc, surtout si les deux équipes se jouent à des stades. Mais sur l'affiche, il y aura pas Chet et Victor. Il y aura Shea et Victor, tu vois. Je pense que juste au point de vue du marketing, ce sera peut-être pas la plus prononcée parce qu'au Ah final, les oui, deux, ok. ça se trouve, ils se calculent pas parce que c'est des trucs commerciaux en fait. Bah là, C'est c'était pas comme la question. C'est pour ça, parce que comme la question, c'était lesquels nous, on kiffe, en fait. Tu vois, c'est ah c'est oui, pour ça oui, que oui, oui, j'étais oui, là-dessus, moi. ce sont celles qui nous font, oui, Hmm. ouais, ouais, ouais. Après, cela dit, les commerciales, parce que je partais du LeBron Curry, c'était aussi finalement, c'est devenu une rivalité un temps. Mais je pense qu'il y Ouais. aura une vraie volonté de la part de la NBA, et à voir si ça se transforme, l'essai, de faire du Chet contre Cooper Flag. On verra, il y aura peut-être même une Hmm. affiche de Noël comme ça, tu vois, très Ouais, c'est clair. prochainement. C'est des trucs qui vont arriver. Il y aura des matchs un peu spéciaux, Opening Night ou des trucs comme ça. Ce sera Cooper contre Victor. Je serais pas surpris. Allez, j'enchaîne avec une question de Chung Lee qui nous dit: lors du CQFR de la semaine dernière, vous avez longuement débattu sur KD qui avait terni sa legacy en allant à Golden State. Or, selon moi, il y a une autre grande légende qui a terni son image et dont on ne parle qu'en termes élogieux. Il s'agit de Tim Duncan. Je l'avais pas vu venir. Je m'explique. Suite à la défaite de Team USA au JO d'Athènes, Tim Duncan a refusé de repartir pour une nouvelle aventure il a refusé de repartir pour une nouvelle aventure olympique et d'intégrer la Redeem Team, car selon ses dires, le basket FIBA, c'est de la merde. Ce qui signifie que pour les Américains, tant qu'ils gagnent, il n'y a aucun problème avec le basket FIBA, mais dès qu'ils perdent, ce n'est pas parce que l'équipe d'en face est meilleure, mais parce que les règles du basket FIBA sont nulles. Ma question est donc la suivante. La marque d'un grand joueur n'est-elle pas de se relever après une chute et de repartir au combat? Et en étant mauvais perdant, Tim Duncan ne ternit-il pas lui aussi sa legacy? Question subsidiaire, Tim Duncan est unanimement considéré comme le meilleur poste 4 de tous les temps devant Karl Malone. Or, ils ont chacun 2 titres de MVP, mais Tim Duncan a 5 bagues et aucun titre olympique, alors que Malone n'a pas de titre NBA, mais 2 médailles d'or. Cela ne veut-il pas dire que des titres NBA ont plus d'importance que les médailles d'or olympiques? Non, mais là, chipote, là, l'auditeur, là. Tu nous chipotes. Tim Duncan, oui, il est mauvais perdant, mais sa vie, c'est pas. On le sait, on est obligé d'intégrer la perception américaine des choses quand on discute de ça, là. Là, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, nous, entre Européens. Mais si on veut juger la carrière d'un joueur, on doit le faire aussi à travers du. C'est exactement ce qu'on disait avec Pogazol tout à l'heure. Il y a le prisme. Là, on sait que ok, tu te places du côté du prisme américain. Carmelo Anthony, il a combien de médailles olympiques? Tout le monde s'en fout. Personne ne se dit Carmelo Anthony, il est dans les 5 meilleurs joueurs de tous les temps parce qu'il a gagné 4 médailles d'or olympiques en étant l'un des meilleurs joueurs FIBA de l'histoire. Tiens, dans les meilleurs joueurs FIBA de l'histoire, il y a peut-être Kevin Durant et Carmelo Anthony juste derrière. Il n'y a personne qui se dit ah non mais attends, Melo, mais tu te rends pas compte en FIBA, tu vois? Non, ça marche pas comme ça. Donc Tim Duncan, il s'est relevé après des défaites, hein. Après 2013, je pense la défaite la plus lourde de toute sa vie. C'est là, je me souviens, je l'avais dit une fois. Il y a une scène qui m'a choqué un jour en NBA, qui m'a marqué, c'est quand Tim Duncan il rate son petit hook près du cercle dans le game 7, qui a temps mort et qui tape sur le sol parce qu'il sait que c'est terminé, il sait que c'est fini en fait, il sait que c'est fini et tu sens sa douleur. Un mec qui est pas très expressif, tu sens la frustration, la colère, la douleur. On sent sa douleur à travers l'écran. Et Tim Duncan, ils se relèvent de cette défaite, ils sont champions l'année d'après, enfin les Spurs dans leur ensemble, ils sont champions et on parle encore de l'équipe 2014, on nous la vend comme une équipe exceptionnelle, tu vois, parce qu'ils ont su se relever. Donc Duncan, il s'est relevé plein de fois dans sa carrière et sa carrière est infinie. Alors non, j'exagère, elle est plus grande que celle de Karl Malone, il y a même pas photo pour moi. Le basket FIBA, ouais, il est venu. Je pense que déjà, ça le faisait chier de venir. Il est venu à un moment parce qu'il était. On est quoi? C'est 2004. Il est le MVP en titre.
Non, c'est Kevin Garnett. Mais il l'était un an avant. Il était champion un an avant. Il est une des têtes d'affiche. On a dû lui dire, vas-y, viens, s'il te plaît, viens. Il y a le côté, bah, je vais gagner une médaille olympique. Ils perdent, ça le fait chier. Il lâche une quote et il se dit, vas-y, j'arrête, ça me gonfle. Mais c'est même pas que peut-être le basket FIBA. C'est l'été. Il a sans doute envie d'être tranquille, il a envie d'aller nager, j'en sais rien. Mais Tim Duncan, il est comme Jokic. Hein, il y a le basket, mais il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Vraiment, je jugerai pas comme ça. Après, à l'échelle européenne, je comprends, mais je suis obligé de me placer dans un prisme américain. Enfin, je suis pas obligé, mais je sais comment les Américains jugent les choses et je trouve que tu vois, ça ternit pas sa legacy en fait. C'est juste, ouais, c'est dommage pour lui presque en fait. C'est plus pour lui plutôt que sa legacy ou que son image qu'il a laissée. C'est plus pour lui, bah ouais, mec, t'es passé à côté d'une médaille olympique. Mais peut-être qu'il s'en fout complètement. Hein. Ça m'étonnerait pas connaissant Tim Duncan. Hein. Ouais, je suis comme toi. Pour moi, ça n'a pas du tout terni sa legacy. Euh, voilà, faut se remettre dans le contexte. Hein. 2004, c'est quand même vite un shit show, hein, comme on dit. T'as à la fois, c'est une des équipes les plus bizarres en fait. Si tu regardes, t'as trois rookies, LeBron, Dwayne Wade, Carmelo, à qui on donne peu de minutes ou du moins pas vraiment un rôle. T'as Allen Iverson, Stephen Marbury que t'aurais jamais imaginé avec Team USA. T'as Tim Duncan, le tout coaché par Larry Brown, qui est quand même un grand coach, mais l'un des plus rigides, peut-être, même de sa génération. Tout ça, ça vient après une Olympiade en 2000, où, avec une équipe extrêmement talentueuse, cette équipe de Team USA était quand même pas assez tout près de se faire sortir par la Lituanie, ce qui aurait été un choc. Et finalement, même la finale face à la France, ça se joue pas à tant de choses que ça. Donc en fait, tout était déjà en place pour que ça parte en vrille. Pardon, j'ai zappé 2002, bien sûr. Championnat du monde 2002, où Ah, ils ils se font perdent taper chez eux. chez eux. Voilà. Exactement, mais ils n'ont pas encore pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc il y a tout ce contexte en fait. Et quand Duncan dit FIBA sucks, ouais, ok, il n'a pas aimé se faire siffler des fautes parce qu'il sautait par-dessus le dos des gens au rebond, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est que c'était le bordel en fait, cette équipe de Team USA. Et il faut bien aussi se mettre en tête que nous, Européens ou partout en fait, hors États-Unis en fait, faut le dire comme ça. Les équipes nationales, c'est des projets qui commencent à jouer en U16, U18, U20. Il y a des mecs qui viennent, qui partent, mais il y a quand même une espèce de noyau qui se crée au fur et à mesure des années. Tim Duncan, lui, vient des îles Vierges. Sauf si je me trompe, je suis pas sûr qu'il ait joué avec Team USA sur les équipes de jeunes, à vérifier. Et c'était des époques où tu n'avais pas encore le projet de se dire on va créer un corps, une équipe qui fait cœur et qui va nous emmener sur plusieurs compétitions de suite. C'était encore quand chaque nouvelle compétition, il changeait quasiment toute l'équipe. Donc tu n'étais pas non plus dans le côté ah, on s'est fait battre par Porto Rico, l'an prochain on va y retourner tous ensemble, on va leur mettre. En fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Et donc, ouais, non, pour moi, ça a pas terni sa legacy. La comparaison avec Karl Malone, alors Karl Malone c'est compliqué parce qu'au bout du compte tu dis peut-être qu'il est sous-coté, il a pour lui la longévité, c'était un joueur performant sur le long terme à une époque où ça se faisait peu ou que ça se faisait pas, c'était un très fort joueur. Maintenant, à titre personnel, pour avoir vu une bonne partie de la carrière de Karl Malone et l'intégralité de la carrière de Tim Duncan, je les mets pas dans le même chapeau non plus, hein, comme toi Antoine, je pense qu'il y a quand même une vraie différence. Et les qualités de Tim Duncan, de résilience, de rebond, comme tu disais, je pense elles sont plus à démontrer. Et je pense pas que cette campagne de 2004, je pense pas que le fait qu'il ait pas voulu repartir après ça, ce soit à mettre à son, comment dire, c'est quoi l'inverse de crédit? Tu vois, j'avais dit, je Ouais, partais sur une J'étais phrase en comme train ça, de je sais pas comment chercher. la finir. En tout cas, je pense que ça enlève rien à sa carrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, je te propose une dernière question, Antoine. Une question justement qui concerne une équipe que connaît bien Tim Duncan. Johan nous dit question concernant les Spurs. Avec le projet tournant autour de Victor et avec l'arrivée l'année dernière de Castle et cette année de Harper, quelle place cela laisse-t-il à des joueurs comme Devin Vassell et Keldon Johnson? Pensez-vous qu'ils seront encore dans l'effectif en fin de saison prochaine? Comment peuvent-ils contribuer dans cette équipe des Spurs? Pour Vassell, il s'agit d'un joueur encore assez jeune et je l'imagine pouvoir fit avec le reste de l'effectif, mais j'ai plus de doutes concernant Keldon. Qu'en pensez-vous? Oui, Johnson, c'est devenu un trade asset, en fait, plus qu'autre chose. C'est un bon joueur dans la rotation, bon joueur de banc. Il a perdu sa place de titulaire. Lui avait joué avec Team USA aux Jeux Olympiques. Hein, c'est fou. Hein. On l'oublie. C'était il y a tellement longtemps. Il était présenté potentiellement comme une star. Ça a complètement changé. C'est là que tu vois que ça va vite, qu'il faut se méfier quand un rookie ou quand un mec jeune est fort. Faut pas tout de suite
c'est peut-être que le meilleur de ce que tu vois, c'est maintenant. Tu vois, faut arrêter quand je dis faux. C'est nous aussi à chaque fois dire ah bah là c'est le plus bas qu'on va voir de lui. Bah non, des fois non en fait. Euh, donc oui, je pense que Keldon Johnson c'est un joueur de rotation qui est éventuellement un trade asset et il est parti pour faire une belle carrière de role player dans plein d'endroits à mon avis, dans un role player plus que solide. Devin Vassell, il a encore une carte à jouer. Il a quand même été ralenti par les blessures, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir de la concurrence. Parce que Devin Vassell, il a besoin du ballon. Jusqu'à il y a encore 6 mois, c'était lui le meilleur joueur des Spurs hors Wembanyama. Le meilleur joueur des Spurs est celui à qui on allait passer les ballons, justement, parce que Wembanyama, c'est un pivot. Oui, il est capable, il a du handle, etc. Il va quand même être plus souvent en tant que finisseur que, tu vois, on va lui trouver ses spots. Mais quand il y aura Vassell, c'est un peu comme Middleton à une époque avec Giannis, quoi. C'est toi qui auras le gros des ballons. Ça, c'était il y a 6 mois. Depuis, De'Aaron Fox, Castle qui est rookie de l'année, Harper qui est drafté. Ces mecs-là, ils vont avoir le ballon. Fox, il va avoir la balle. Harper, il va devoir avoir la balle. Castle, il va vouloir de plus en plus la balle. Donc oui, la place de Vassell qui a subi des blessures, hein, qui était quand même sur une belle pente ascendante. Vassell, l'idée là, c'est quand il revient, c'est de montrer hop. Il n'y a pas si longtemps, on se demandait si je deviendrais un All-Star. Donc, lui, il doit direct prouver qu'il est efficace, qu'il est fort, qu'il a passé un cap, qu'il est fort physiquement, qu'il maîtrise son karaté, voilà. Il a ses trucs, il a ses spots, il a ses tirs. C'est une très très mauvaise expression que je vais utiliser. C'est employé pour des choses complètement différentes. Je pense pas que tu aies la ref, Théo, mais c'est pas du tout dans ce genre de contexte qu'on parle de ça. Oui, mais c'est pas du tout dans ce genre de contexte qu'on parle de ça normalement. Mais Devin Vassell, ouais, il faut qu'il puisse vite remontrer qu'il est capable d'être sur cette ligne. Sinon, lui aussi, il sera pas. Alors, il va peut-être pas il va peut-être pas plonger dans la catégorie Keldon Johnson, mais dès qu'il y aura ce truc de tiens, comment on libère de la place pour Harper maintenant qu'Harper il brille, si Harper brille, etc. Très vite, le nom qui va ressortir. Ah bah tiens, peut-être Devin Vassell, il pourrait être échangé contre tel mec, ou tel pivot, tel intérieur qui collerait avec Wembanyama. Ou tel Triendy, ça va venir. S'il n'est pas très vite performant, son nom va venir très vite. Et d'ailleurs, son nom était déjà cet été, quand ça parlait d'Giannis, il n'y a aucun fan des Spurs qui disait « Ah non, on va quand même pas aller chez Devin Vassell. » Tu vois. Ah non, évidemment que non. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'aime beaucoup Devin Vassell, vraiment. J'aime beaucoup ce joueur. J'ai l'impression que de toute façon, les cartes, elles ne sont pas uniquement entre ses mains. Il faut qu'il soit bon, mais je pense qu'il aura la volonté d'être bon. Et derrière, en fait, ce que je trouve magnifique avec le projet des Spurs, c'est qu'il y a tout un tas d'options possibles pour eux, à court terme, moyen terme. Énormément de flexibilité, basket, de flexibilité en termes de contrat, etc. Donc en attendant, voilà, c'est vraiment un très bon joueur, Devin Vassell, pour la saison à venir. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, qu'il aura un vrai rôle, qu'il aura un vrai rôle pour donner du lien à l'ensemble, qu'il aura ses moments, etc. Keldon Johnson, par contre, comme toi, je pense que c'est vraiment... il est conservé parce que c'est un bon asset. Autant pour Devin Vassell, tu vois, il y a des scénarios où je me dis, si, peut-être qu'il est amené à rester encore plusieurs saisons quand même à San Antonio en fonction des choix qui sont faits par l'équipe. Autant Keldon Johnson, j'ai beaucoup de mal à le voir. Yes. Écoute, fin de la première partie, Théo. On a fait long. N'oubliez pas, donc là, on fait en 2 fois. Il y avait plein de questions. On a terminé pour aujourd'hui, pour ce samedi. La suite, ça arrive lundi. Donc voilà, si vous aimez ce format, restez branchés lundi. Il y aura ça en plus du CQFR du week-end, évidemment. Allez, ciao à tous. Bonne journée. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.